Hey! L'épisode 61 de Bélien. On passe le cap du 60. On est rendu à nos noces de... C'est quoi les noces de 60 ans, si ça existe? Le 61e anniversaire. Hey! Oh! Ben Bonne oui! fête! Hey! Bonne fête, Les Bélien! noces de diamant. Les noces de Wow. diamant. Eh bien, on a passé le cadre des noces de diamant. Donc, hey, on est aujourd'hui pour un épisode 61 de Obélien. Je suis toujours accompagné de mon triptyque adoré. Donc, le manuel du joueur, qui est Félix-Antoine, le manuel du maître, qui est bien sûr Francis, et le bestiaire, qui est Annabelle. Wow! Ouais. Wow. Donc, hey, on se retrouve ce soir en pleine période, au moment où on enregistre cet épisode-ci. Je suis en pleine fin de session. Donc, j'ai apporté avec moi mon petit café que je vais pouvoir boire au courant dans le fond de la soirée, qui est à peu près un 2 litres. Et donc, je vous souhaite de ne trop me fâcher parce que ça se peut que je m'endorme. Fait que, hey, bref, tout le monde, on est là pour avoir du fun. Comment ça va, vous autres? Ça va! Hey, ça va. Ça va, cool. Je pense qu'on est tous dans le jus. Cool. On est tous comme un Oui. peu dans le juice, ouais. Mais il fait beau, commence à faire beau dehors. Ouais. On enregistre, comme le fun. Je suis comme rendu à 80 ans parce que je parle du temps dehors. Mais Ça c'est ça faisait qui est drôle. 28 aujourd'hui à Montréal. Oh! Oh, Wow! yes, le smog. Yes. Wow! Yes. Ça part. Ça part de même, environnemental et tout. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Félix? T'allais dire de quoi? J'allais dire que c'est juste bizarre parce que, tu sais, dans le fond, plus il fait beau, plus on a des choses à faire parce que moins on a de motivation. Je sais pas si vous êtes comme moi, là. C'est comme plus j'ai le goût d'aller dehors, fait que plus les choses que je fais dans la vie prennent du temps, puis plus il y a de Moi, choses c'est qui s'accumulent. l'inverse. Ah ouais? Parce que j'ai le goût d'aller dehors, je me dis, faut que je clenche mes affaires. Tabarouette, t'as une discipline de fer, Annabelle Bureau. Non. Hey, savez-vous qui a une discipline de fer par contre dans notre équipe? Marika Guilbeault-Brissette, qui a lancé, ma foi, une initiative. Elle est partie, elle a enfilé son tabard de Templier et est dans une croisade contre les podcasts. Si vous êtes abonné à nos plateformes de podcasts, là, la gang, là, ça avance. On vous publie à peu près 3 à 4 épisodes par jour en podcast, en audio pour vos oreilles. La raison, c'est qu'au fil du temps, on avait un petit retard de 120 contenus non publiés en audio par rapport à ce qu'on vous publie en vidéo. Mais c'est normal, on est rendu à vous publier environ 6 vidéos de contenu par semaine. Ça fait du podcast à updater en audio, mais... Mettons que tu t'en es pas rendu compte, c'est parce que vous manquez quelque chose, mais coquin. Abonnez-vous à nous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou directement sur Podbean. La fève du podcast. Et voilà, c'est la fève, c'est la fête. Merci Marika. Je suis encore stické sur ta référence de Templier. C'est vraiment. On dirait que ça, je l'ai pas venir. Mais oui, merci Félix, effectivement. Puis d'ailleurs, on se le fait dire, hein, on reçoit des commentaires comme quoi du monde qui font comme Oh, j'ai vu que vous avez maintenant telle chose en podcast. C'est cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent uniquement en audio parce que c'est des gens occupés qui doivent prendre la route ou autre chose de ce genre-là, ce qui est complètement compréhensible. Donc, merci de votre patience et merci d'être toujours là au rendez-vous lorsque on fait des mises à jour ainsi dans notre contenu en version audio. Et parlant de contenu live, Annabelle Bureau, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que le monde a tellement capoté quand on a fait notre live de la garde partagée. Nous, on trouvait ça correct. Hein. On se dit, on le refait. Hey, on refait un autre game live devant le public. Hey! C'est pas vrai, on a vraiment eu du plaisir à le faire. Puis d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été là la première fois. Mais là, c'est prise 2. Et là, on l'annonce, je pense, assez d'avance pour que vous puissiez vous organiser, vous, gens du public qui m'écoutez en ce moment. Parlez vite. Donc, ce sera une game spéciale. Ce ne sera pas la garde partagée. Ce sera un one-shot. Ce sera animé par Félix. Quoi? Ah oui. C'est une blague. Oui. Des Genesis et tout. J'ai fini. Des Genesis. C'est quoi le titre de l'aventure, Annabelle, que je t'ai L'aventure, c'est Épopée au royaume des bas perdus. Ça dira ce que ça voudra. Mais bref, ce sera présenté dans le cadre du Minifest, qui est un mini-festival d'humour à Montréal et qui, cette année, pour la première fois, aura lieu dans le quartier d'Hochelaga, Mahoud. Et ce sera le 16 juin à 19h à la Maison de la Culture Hochelaga. Donc, si vous voulez, là, c'est le 4200 Ontario-Est. Okay? Donc, c'est dans la Maison de la Culture Hochelaga. C'est une contribution volontaire de minimum 5 $. Donc, si vous voulez, ça coûte 5 $. Si vous voulez, ça coûte 10 $. C'est vous que choisissez. La salle a une capacité de 70 personnes. Et, je pense qu'on est capable de...
Faut lâcher. Remplir ça. Stopper le Facile. 30 places. Fait que c'est ça, le lien pour acheter des billets va être dans la description. Puis dépêchez-vous. Hey! Ah, pour vrai. C'est vraiment Vite, nice. vite. Parce que c'est un festival d'humour, puis on leur a déjà compté une première blague. Ils s'attendent à ce que notre affaire, ça soit drôle. Oh! Surprise! Mais sans blague, il va aussi y avoir une captation vidéo comme Tep Niche. Fait que ça aussi, c'est cool. Puis il risque aussi d'y avoir une diffusion live. Je suis pas certaine encore. Mais bon, Ouh! Probablement différé. je pense qu'ils veulent faire ça. Moi, là, je prendrais pas de chance, j'irai en personne. Moi aussi, j'irai en personne. Oh, Ben, plus de fun. Hey! Ouais. C'est nous sûr. autres. En plus, on va être là. Vas-y. Venez! Merci, Annabelle. J'attendais la référence au Templier, mais c'est pas grave. Hey, j'ai Mais tellement ça de va bonnes anecdotes de Templiers, là. Je vous conterai ça dans un prochain épisode. Ah, Ok. j'ai assez hâte. C'est la meilleure anecdote de Templier au monde. No joke. Vous ne créerez pas à ça. Je te jure. Mais là, Tellement mettre ça haut Ah, non, et non, non, bas, big. et Hey. bas à la fois. Big. à voir dans l'épisode 62. Ça va être incroyable. Ok, je te crois. Mais je suis comme tout perturbé par ça encore. Mais on va se lancer ainsi dans l'épisode de ce soir, l'épisode 61, et on y va dans 5, 4, maintenant. Ah. Maintenant. Hey! On est de retour pour l'épisode 61 après cette magnifique intro et on se lance ainsi dans notre aventure de la soirée. Mais avant toute chose, bien sûr, petit résumé de l'épisode précédent. Épisode 60, dans lequel vous avez finalement rencontré Gourne. Épisode quand même charnière, on va dire ça quand même. C'est un épisode charnier. Charnier, ça se dit-tu? Non, mais Charnière, c'était bien parti. Oui, Charnière, c'est bien parti. Mais oui, il y a un épisode important où est-ce que c'est ça, vous avez rencontré Gould, vous avez finalement échangé avec cet individu qui représentait à la fois autant un être d'une grande divinité, mais autant à la fois aussi une créature qui avait autrefois quelque chose de très terre-à-terre, vu les échanges que vous avez eus avec, vu les commentaires que vous avez eus avec lui. Concernant votre passé, un peu votre implication dans ce qui se passe présentement à la faille et ailleurs, et aussi par rapport à, entre autres, Osnan et sa relation avec lui, qui se sont dit des petits mots doux qu'on va garder secret pour l'instant. Et aussi un échange de remords et d'excuses entre lui et Nairu. Concernant les événements du passé, sans bien sûr oublier l'implication de Alphonse et de son maître Bartiméus, qui est en quelque sorte un genre de némésis à Gourne. On va dire ça comme ça. Ainsi, vous avez comme ça échangé avec Gourne. L'épisode a été une bonne partie en fait de discussion avec lui sur tout ce que vous pouvez entreprendre maintenant afin de, en quelque sorte, régler la situation à la faille. Et vers la fin de l'épisode, Gourne vous a comme offert quelque chose qui était un peu ambigu en premier lieu concernant une accumulation de connaissances ou peut-être même, on va dire, certains pouvoirs qui vous permettraient peut-être de pouvoir contrebalancer tout ce qui se déroule à la faille, mais aussi peut-être même Bartiméus. Et lors de cette, on va dire, de ce don-là qui vous a fait, vous vous êtes réveillés les trois sur le sol froid d'une plaine verdoyante, une nuit sans étoiles. Et vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une espèce de flashback, dans une autre époque, un autre moment, un souvenir, en fait, de Gourne lorsque tout n'était pas vraiment aussi chaotique qu'il est actuellement, un moment où les étoiles n'existaient pas encore ni la lune, alors que Gourne n'était pas ce qu'il était maintenant et que Bartiméus n'était pas non plus ce qu'il était, puisque vous l'avez rencontré à l'entrée d'un chemin montagneux dans une montagne, alors que vous avez commencé à explorer un peu les alentours de ce qui se trouvait autour de vous. L'épisode s'est terminé alors que Alphonse a essayé de poignarder, ou plutôt a réussi de poignarder un espèce de Bartiméus du passé, et celui-ci vous a par la suite invité à le suivre
jusqu'à une espèce de un petit refuge dans les montagnes dont vous l'avez accompagné et on avait terminé la partie là-dessus. Est-ce qu'il y a des éléments, des commentaires que vous voulez rajouter par-dessus ça? Sumagan n'est pas avec nous dans la lande. Effectivement. Sumagan n'est pas avec vous dans la lande. Puis en ce moment, j'ai 100% d'efficacité avec ma dague +1. Merci à nos Patreons. C'est vrai. Puis il y a du monde qui l'ont marqué en commentaire, hein, qui ont fait genre « Oh yeah, la dague disparue, il est revenu! » Oh, la dague +1 est de retour! Ouais. Parfait. Donc, on reprend la partie. On reprend la partie, mais on ne la reprend pas où est-ce que nous en sommes, parce que je vais y aller vraiment à la belle. Essaye pas. Essaye pas de faire semblant à la surprise. J'étais une... En tout cas. Mais... OK. Et non, on ne reprend pas où est-ce que nous en étions. On va recommencer. En fait, je vais faire un Inception de moi-même et ça va être un flashback dans un flashback. Alors que Annabelle arrête de faire tes faces de fille surprise. Je te crois pas. Ainsi, bon, excusez-moi, on se met au sérieux. Moment est-ce que la partie commence. Imaginez une grande salle presque vide dans laquelle il y a une grande table, une espèce de table en granit très longue, en rectangulaire, très épaisse, derrière laquelle il y a plusieurs chaises en forme de demi-lune qui sont positionnées. Et sur celles-ci, plusieurs individus, tous d'un certain âge, tous d'une certaine prestance, des humains, dans leur ensemble, qui sont habillés de toches blanches et de quelques petits apparats de couleurs, laissant sous-entendre peut-être des familles différentes, laissant sous-entendre peut-être des représentants différents. Et ils sont assis en silence derrière cette grande table, à l'intérieur de cette grande pièce vide, ou presque vide, sans témoin, alors qu'il y a plein de chaises et de petits accottoirs en pierre et en bois sur lesquels normalement plein de personnes pourraient venir s'accouder et écouter ce qui se déroule. Mais présentement, tout est en silence, même presque dans l'obscurité, alors qu'on se rend compte que la réunion qui se déroule présentement se fait un peu en catimini, loin des regards des curieux et tout. Et devant eux, on peut voir un Alphonse IV. Un Alphonse IV qui a été sorti de prison il y a de cela très peu de temps. Tu es tout sale, t'es dégueulasse, là, pour vrai. T'as aucunement la prestance que tu aurais habituellement. T'es vêtu un peu de loc. T'as pas ton livre avec toi, bien sûr. Et t'es assis, les mains enchaînées, les jambes également, sur une grande chaise semblable à celle de tes comparses qui se trouvent devant toi, de l'autre côté de la table. Et je dis qu'il y a personne, il y a presque personne, à excepter bien sûr ces gens-là, toi et quelques individus importants qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre de ce conseil-là, qui est comme un peu plus décisionnaire de la situation, mais qui sont tout de même un peu en périphérie, on va dire, de la rencontre et qui écoutent en silence dans un coin, dont bien sûr ce membre de ta famille éloignée, cet oncle avec qui tu as très peu de contact. Est-ce que tu te souviens de son nom? Jovial du Vallon. Exactement, Jovial du Vallon, qui est assis en diagonale de toi. Que si tu tournes un peu le regard, pourquoi tu ris? Parce que j'ai vraiment fait un natural 20 sur mon investigation. J'ai ouvert mon cahier de notes. C'était cette page-là, j'étais comme, jeez! Nice. Il s'appelle Gourne. Oh non! Oui, c'est ça. Jovial du Vallon, qui est en diagonale avec toi et avec lequel tu peux avoir un eye contact si tu te tournes un tout petit peu la tête. Et devant toi, ainsi, il y a ces hommes-là qui sont en train de tergiverser ensemble à voix basse. Ils sont penchés par-dessus un paquet de documents. Des documents que tu ne reconnais pas, que tu n'as pas souvenir de l'avoir déjà signé ou autre. Et ils ont l'air pourtant de lire des choses qui te sont étroitement liées à toi. Et tu sais, tu pourrais, je ne vais pas les nommer parce que c'est pas important à la rencontre présentement, mais c'est toutes des personnes qui proviennent de grandes familles prestigieuses, qui sont pas loin quand même de l'empereur actuel, mais tu sais, peut-être à quelques
quelques familles proches. Et même que derrière vous, derrière eux, en fait, il y a une espèce de grande statue en pierre de Léonard l'Armure, qui était comme celui qui était en place lorsque le chaos a été repoussé, là, qui a comme une espèce d'épée levée dans les airs, glorieux, et qui est en quelque sorte cette espèce de cette grande prestance, cette grande statue, ce regard imposant qui décide de juger, en fait, qui est coupable et qui n'est pas coupable on va dire, d'une action posée. Et ici, les hommes devant toi sont en train de discuter, d'échanger, et un d'entre eux lève la tête vers toi et te regarde, il fait « Alphonse IV de la fine plume, est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? » Est-ce que malgré les chaînes à mes pieds, je suis capable? Oui, oui, oui. Ok, ben, je vais me lever. Puis je pense, Pépé, tu disais tantôt, tu sais, que je suis dégueu, puis j'ai aucune prestance, là. Mais par contre, je pense que je tire quand même un malin plaisir d'être enchaîné, parce que jamais personne n'a eu peur de moi de toute ma vie. C'est vraiment plus par habitude que par réelle menace de dire « Ce gars-là prend un couteau puis il nous poignarde toute la gang. » Ah, méfiez-vous! Méfiez-vous, couteau plus un. Eh ben, je vais me lever, bien droit, de mon fauteuil. Toi qui fais l'homme en question, qui a le regard posé sur un paquet de feuilles devant lui, ne lève pas sa tête vers toi. T'sais. Il dit ainsi, il a été reconnu. Ou plutôt, nous avons plusieurs informations contradictoires concernant la situation actuelle, alors que vous avez été envoyé ici vous avez été fait prisonnier suite à une missive qui a été envoyée en provenance de votre demeure concernant le fait que vous avez été reconnu coupable d'avoir assassiné votre père, d'être coupable de fratricide en utilisant une méthode que nous ne pouvons pas vraiment expliquer présentement puisque celui-ci a été retrouvé, semblerait, un peu partout sur les murs et les plafonds de votre demeure. Mais nous avons également, puis il se tourne la tête en direction d'une autre feuille, un autre émissif qui a été également envoyé de votre demeure, signé par votre père, qui fut regardé et bien sûr étudié par des faussaires, comme quoi ce dernier serait encore en vie, mais bien souffrant, et qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre ni d'un fratricide, mais plutôt d'un différend entre vous deux, et qui aurait mené à une dispute qui vous aurait poussé à quitter l'endroit pour peut-être ne plus jamais revenir. Ces deux documents se font contradiction. Nous avons, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de tirer une conclusion. Nous avons bien sûr invité votre père à se présenter à la capitale afin de pouvoir acquiescer de son vivant. Mais puisque le temps presse et que d'autres choses portent notre attention, nous avons décidé de demander à votre oncle Jovial du Vallon d'aller lui-même, s'assurer de la présence de votre paternel, et celui-ci vient tout juste de revenir en assumant effectivement que votre père est bien malade. Est-ce bien vrai, monsieur du Vallon? Tu entends une espèce de raclement de gorge. Est-ce que tu tournes en direction de ton oncle ou pas du tout? Ouais, je pense que je le regarde. Je le fous droit du regard, en fait. OK. Puis toi qui fais un petit hochement de tête en faisant comme... oui, c'est vrai. En fait, monsieur de la fine plume est très souffrant, mais il est encore bien vivant. C'était effectivement une différence avec son fils, mais il est prêt à jeter l'éponge contre les ressentis du passé afin de pouvoir mieux avancer vers l'avenir. Puis tu sais qu'à ce moment-là, tu le regardes, puis il te fait vraiment comme... C'est très subtil, là, puis en même temps, c'est un peu comme risqué, mais il te fait un clin d'œil. Là, il y a quasiment un clin d'œil comme en ta direction à ce moment-là. Et les hommes derrière la table, ils reprennent la paperasse, puis l'individu en question, celui qui a pris la parole en premier, il reprend, il fait fort bien, et de ce fait, il fut décidé, puisque nous ne voulons pas non plus remettre en question les dires d'un individu de la route noblesse, il fut décidé que vous ne seriez pas accusé de fratricide, vu que votre père est
soutien à l'appui de membres de votre famille éloignés encore vivants. Vous ne serez pas accusé de fratricide, mais tout de même, il faudra répondre à certains agissements concernant le décès de plusieurs gardes qui ont été envoyés à votre poursuite dans les bois. Est-ce que vous niez avoir mis à mort ces individus? Je le nie. Ok, tu vois qu'ils sont un peu comme... Hein? Comment croiriez-vous qu'un individu aussi frêle que moi pourrait être capable de mettre à mort de soldats si bien entraînés de l'Empire? Nul ne peut rivaliser avec la force de l'Empire. Est-ce que ces paroles sont hérésie, ô juge de la justice? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais il fait tout de même assez curieux de se demander comment ces individus ont pu perdre la vie, sinon peut-être par la présence de quelques malfrats dans les bois. Il semblerait que des gens aient pris possession des marécages entourant votre demeure. Est-ce que c'est vrai? Je ne pourrais pas confirmer, étant donné que j'ai reçu une pierre sur la tête qui m'a fait perdre conscience. J'aimerais d'ailleurs, si votre clémence le permet, retrouver la personne qui m'a rescapé, et ainsi peut-être m'éloigner du danger des malfrats. Si votre jugement le permet, ô grand juge de la justice, j'aimerais que vous puissiez me guider jusqu'à Joseph du Bon Cœur. C'est sûr que les hommes se regardent autour de la table puis se murmurent entre eux. Il y en a un qui se passe comme la main dans son crâne dégarni. Il retourne son regard vers toi puis il fait... D'accord, nous allons étudier la chose concernant votre requête. Et nous avons une dernière question à vous poser avant de pouvoir tirer une conclusion finale à votre situation, monsieur de la fine plume. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ça? Et tu vois qu'il sort d'en dessous du bureau ton grand tome qui fait comme tomber sur la table lourdement. Et tu sais, il tombe d'un coup sec avant, puis après il commence à l'ouvrir et à tourner les pages blanches. Puis il fait c'est sûr que certaines personnes bien placées dans l'Empire, des arcanistes de talent, ont ressenti un pouvoir magique émané de l'ouvrage, mais personne n'a pu réellement en déchiffrer le sens. Pouvez-vous éclairer notre lanterne à ce sujet? Eh bien, éclairer votre lanterne, je voudrais bien, mais comment mon intelligence de gueux pourrait rivaliser avec celle de vos plus grands arcanistes? Ô grand juge, représentation de la justice sur terre. Je n'ai que très peu de connaissances. La preuve, ce que vous tenez devant vous, à mes yeux, n'est qu'un simple livre dont les pages sont laissées blanches, car ma vie fade ne mérite pas d'être couchée sur papier. Je n'ai rien à écrire et je n'ai rien à dire. À l'exception, peut-être, de grands remerciements que j'aimerais adresser en personne à Joseph du Bon Cœur. Il continue à tourner les pages, puis ses sourcils se froncent un peu. Puis il fait « Je ne crois pas que vous êtes aussi incompétent que vous le laissez paraître, ni que vous le croyez réellement. Je n'ai pas suffisamment mangé dans ces prisons, autrement vous me verriez rougir d'un tel compliment venant de l'émanation même de la justice. Oh, mes jambes s'affaiblissent, puis-je me rasseoir aux grandes incarnations de cette justice des hommes. Tu vois que il a la face, tu sais, qui a comme un peu rougi, mais pas par gêne, par non, c'est une sorte de colère refoulée, là, de genre, tu sais, il voit bien que tu le fucking niaises, là, il est pas niaiseux, là. Puis il fait à moins qu'un changement majeur se fasse à la situation, nous avons écouté les propositions qui ont été en fait mises sur la table par, entre autres, votre oncle, et supporté par votre père lui-même. Et il semblerait que nous avons peut-être trouvé une solution, ou du moins un châtiment qui vaudrait à aux quelques délits tout de même mineurs que vous êtes probablement, on va dire, déclaré coupable.
tout de même, des agressions envers son paternel et maître de la maison ne doit pas demeurer impuni. Ainsi, il est fort possible, si le monolithe le veut bien et si notre discussion vont dans le sens que nous le voulons, que vous preniez la place que votre oncle devait avoir et que vous meniez une petite expédition en direction, des crocs de feu. Une petite expédition en direction d'un endroit qui serait été découvert non loin d'une forteresse. En fait, plutôt non loin du fort d'Orient, un petit bâtiment militaire que nous gardons au strict minimum, non loin de cette grande montagne infranchissable, mais qui, maintenant, selon les dires de nombreux paysans et même quelques nobles, il y aura un passage qui a été découvert suite à la tombée d'un astre il y a de cela plus d'1 an. Oh. Vous voulez m'envoyer, moi, dans une mission diplomatique aux grandes éminences? Je crois que vous avez peut-être peu de talent en ce qui concerne les prouesses militaires et maintenant, de ce que nous comprenons, vous n'êtes pas non plus un quelconque individu talentueux de l'art des arcanes, mais vous demeurez tout de même un représentant de l'Empire et quelqu'un qui est en quelque sorte un impérial, tout ce qu'il y a de plus impérial. Alors, je me plierai à la volonté de l'Empire, et j'aimerais du même coup remercier mon oncle jovial, puisque, grâce à lui, mon père pourra aisément reprendre des forces, j'en suis certain. Qu'il sache et qu'il soit assuré qu'à mon retour, j'irai personnellement lui rendre visite à notre demeure. Oui, de ce fait, votre oncle ira justement probablement se tenir au chevet de votre père le temps que sa maladie se calme pour ensuite repartir en direction de ses terres lorsque votre père aura repris les forces suffisantes pour pouvoir maintenir, les rênes de la maison familiale. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Alphonse IV? Eh bien, je ne veux pas abuser de la bénévolence et de la gratitude de l'Empire qui me permet de me repentir pour des crimes mineurs en m'envoyant à l'autre bout du royaume, mais je ne crois pas être suffisamment puissant pour pouvoir dignement représenter l'Empire. Vais-je être accompagné d'une garnison de garde impériale pour cette mission? Il sera encore à statuer sur le qui et le comment et le pourquoi qui vous accompagnera, mais assurez-vous que vous ne serez pas seul. Vous ne pouvez pas uniquement compter sur votre esprit et votre charisme pour survivre aussi loin du cœur de l'Empire. Non, assurément. Je vous prie de ne pas m'affliger d'individus trop étranges. Non. Non, je m'attends à ce que ce soit des membres impériaux, tout ce qu'il y a de plus impériaux aussi. Merci aux grandes représentations de la justice. Tu vois que sur ces paroles, tu as cette espèce d'impression de ce souvenir qui te vient en toi, alors que tu accompagnes tes compagnons dans la montagne au moment où est-ce qu'on reprend l'aventure, où est-ce qu'on en était. Et juste pour bien comprendre et bien être sûr que je suis encore à jour sur qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que Snan, tu tiens encore Alphonse en saucisson ou non? Ben non, c'est que je crois que j'avais juste arrêté, puis Alphonse était comme un raisonné, puis on allait suivre Bartiméus. Mais j'avais demandé à Alphonse de me faire confiance, que j'étais sûr que Gourn voulait nous montrer quelque chose, puis qu'il fallait qu'on soit témoin de quelque chose d'important. C'est ça que j'avais dit. Parfait. Parfait. Merveilleux. Donc, on reprend ici où est-ce qu'on en était. Dans cette nuit sombre sans étoiles, alors que vous suivez un Bartiméus. Bartiméus qui a une torche allumée dans les mains en direction d'un petit refuge de bois et de pierre que vous apercevez du haut d'une colline. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous le poignardez dans le dos? Qu'est-ce que vous faites? Non. Je vais me plier à la volonté de mon ami Tortue. Parfait. Je pense qu'en le suivant, j'essaierai de regarder autour pour voir s'il n'y a pas des... Les lieux me disent pas quelque chose. De ce que je comprends, c'est que tu nous avais dit que
on voyait au loin les montagnes, mais qui n'étaient pas encore, sans la faille, dans le fond. Oui, exactement. Mais est-ce que, tu sais, dans le fond, je vois ça, mais tu sais, est-ce que j'essaie de savoir un petit peu plus où précisément on est en ce moment avec le décor. Si je suis capable de... Avec la typographie, la topographie de... La topographie de l'endroit, oui. Non, la topographie de l'endroit, si je suis capable de savoir. Tu pourrais me faire un jet... je vais te laisser soit un jet d'histoire ou un jet de survie. Oui, il y a des survies. Ça, il va y aller par là. 13. OK. Mais c'est difficile à dire. Tu dirais que ça a tellement changé, puis au final, les rochers, ça se ressemble beaucoup, même au travers le temps. Là, ça n'a pas l'air d'avoir tant, on va dire, influencé. Ça n'a pas l'air d'avoir tant changé. Tu as l'air d'être dans un endroit qui est comme un peu figé, justement, figé dans son époque. Fait que c'est très difficile pour toi d'avoir une hypothèse sur où est-ce que tu es précisément, bien que tu comprends que tu es pas loin de où est-ce que devrait être peut-être la faille éventuellement. À un certain point. OK. Et vous suivez ainsi Bartiméus qui vous mène en direction de cette espèce de refuge dans lequel vous voyez des lumières qui s'illuminent et qui traversent quelques lucarnes sans fenêtre, plutôt sans vitre. Et je vous le redécris un peu, vous voyez cette espèce de grand homme vêtu d'un mauve assez impérial, mais aussi de grande toge dans lequel il y a comme une espèce de petit médaillon qui lui permet de comme attacher ceci à sa taille pour pouvoir avoir une forme précise dans son vêtement plutôt qu'avoir juste comme un gros drap qui pend. Et merde, un fantôme qui court. Et, et vous le suivez en direction du refuge pour finalement l'atteindre et depuis lequel vous entendez des gens qui parlent à l'intérieur et ils se tournent vers vous encore, on va dire, surstimulés puis toujours très enthousiastes, disons un comportement que Alphonse ne lui reconnaît absolument pas. T'sais. Zéro pinball. Puis il vous regarde puis il fait ah, donc et je suis très 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 content de pouvoir vous avoir trouvé, de vous avoir mené jusqu'ici. Redites-moi vos noms, s'il vous plaît. Je m'appelle Alphonse IV de la Fine Plume. Et je précise par le fait même que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Pardonnez mon instant de folie. Bartiméus. Ce sont des choses qui arrivent dans l'obscurité de l'ennemi, il n'y a pas de problème. Je suis accompagné de... Osnan. Nairo. Ah, pas bien. Et, excusez ma curiosité, mais qu'est-ce que vous êtes? Puis dit-il à Nairou et à Osnan. Oh, je viens un peu du sud, on est un petit peu différents. Oui, nous sommes des voyageurs. Mais c'est parfait. Justement, si vous êtes ici et que vous venez d'ailleurs, vous allez ainsi pouvoir repartir avec des nouvelles connaissances que vous allez pouvoir partager avec les gens de votre région. Dit-il avant de finalement ouvrir la porte du refuge dans lequel vous apercevez. Ça ressemble vraiment à un... Imaginez-vous une espèce de classique, presque une classique taverne, donjon, dragon-esque, dans le sens que c'est vraiment comme une espèce de point de rencontre dans un lieu un peu reculé pour justement les voyageurs. Mais celle-ci a comme été aménagée avec le temps. Et vous apercevez comme plusieurs dizaines et peut-être même plus d'une centaine de parchemins et d'ouvrages qui ont été comme empilés, roulés dans des rouleaux, dans des différentes zones, dans le fond d'espèces de grands lieux d'accueil qui, le premier étage, si on veut, ça serait vraiment comme une grande pièce qui est seulement séparée par des tables rondes sur laquelle il y a des cartes et des morceaux de papier, des notes, des parchemins, des outils, beaucoup de marchandises également, des choses qui ont été laissées là par le passé par d'autres personnes qui sont venues et reparties, mais aussi également de l'accumulation peut-être d'outils et
d'objets utiles à la survie en montagne et si on veut au quotidien. À l'intérieur, vous voyez plusieurs individus, des personnes qui vous disent absolument rien. Il y a des gens qui, tu sais, vous voyez des personnes qui ont l'air de monsieur, madame, tout le monde, majoritairement des humains. Par contre, il y a quelques petites choses qui vous fait peut-être sourciller, sourciller du regard, alors que lorsque vous pénétrez l'endroit, plusieurs personnes se dirigent vers vous un peu rapidement, alors que des gens accueillent Bartimius comme si c'était genre le début d'un party. Ils sont genre comme « Hey, retour, yeah! » Et le monde commence comme à discuter entre eux, puis à faire comme genre « Hey, comment ça va? Nanana, dans les montagnes. » Puis vous voyez que ça a l'air d'être comme... Ça a l'air d'être quelque chose d'assez big, d'assez gros, de partir le soir, la nuit, dans l'obscurité, alors qu'il n'y a rien qui éclaire réellement, on va dire, le ciel. Ça a l'air d'être comme la nuit a l'air d'être un endroit dangereux, du moins à l'époque où est-ce que vous êtes présentement. Et vous voyez que les personnes qui accueillent Bartimius et qui commencent à échanger avec lui, finalement, ils se retournent vers vous. Puis ils commencent à vous les présenter, puis ils vous donnent quelques petites personnes comme ça qui vous disent absolument rien. Par contre, il y en a qui vous font, encore une fois, réagir. Peut-être que vous allez réagir physiquement ou du moins dans votre esprit, alors qu'ils vous présentent. Ils vous présentent, en fait, je vais vous les nommer. Il y a une personne qui se nomme Orisa, qui est une humaine au teint basané. Avec lui. Il y a également vous voyez qu'il y a une humaine du nom de Kama que vous ne connaissez pas du tout, qui est une grande humaine fine, à l'air un peu maladive, qui est habillée comme de vêtements un peu amples également et qui a de l'air un peu détachée de la situation, bien qu'elle vous accueille et vous accompagne. Et là, déjà, vous allez faire comme « Quoi? » Alors que vous apercevez que des créatures qui ne sont pas humaines qui viennent à vous pour vous accueillir et vous dire bonjour. Entre autres, une gigantesque tortue qui se déplace à quatre pattes. Imaginez comme une grosse tortue du Galapagos qui, dans le fond, ouvre la parole et qui vous accueille en se présentant sous le nom de Gournem. What? Oui. Et ainsi, aussi également, une très grande chouette qui se présente sous le nom de Marido. Et vous voyez que c'est comme... Et à ce moment-là, je vais demander à vous tous de me faire... ça serait comme un jet... Et bon, c'est comme de l'intelligence pure rendu là. Investigation. Non, ça serait... non, c'est pas de l'insight, Je vais y aller avec histoire. Allez-y avec histoire. OK. 10. 18. 10. OK. Naru, tu comprends, à ce moment-là, au moment où tu entends parler, tu sais pas si c'est un réflexe ou du moins... comment je pourrais dire ça? Tu sais pas si... C'est comme si là, maintenant qu'il y a plusieurs personnes qui s'échangent des mots entre eux, mais qui sont pas directement tournés vers toi, tu comprends qu'ils parlent pas présentement le commun. Ils parlent quelque chose d'autre. Ils parlent une autre langue. Mais lorsque les paroles sont dites, vous les comprenez. Ah. Mais tu comprends que c'est pas le commun. Hmm. Et tu comprends que justement, c'est cette espèce de langue-là que les bêtes autour de vous, ceux qui sont présents, il n'y a pas juste comme Gournem puis Marino, il y a comme d'autres animaux qui sont là aussi, qui ont comme développé la parole avec le temps et qui, dans le fond, parlent de cette langue-là. Et vous voyez que c'est ainsi qu'ils se présentent un peu tous, cette espèce de regroupement-là qui justement se présente comme étant un genre de refuge pour les gens qui proviennent d'un peu partout. C'est un refuge qui se situe justement au carrefour entre plusieurs zones importantes et que c'est un endroit où est-ce qu'ils partagent les connaissances communes parce que le monde est un endroit dangereux, pas parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il ne sait pas écouter ou parler avec autrui. Puis vous voyez qu'il vous explique qu'il tente de créer une espèce de langue universelle qui serait à la fois simple en dialecte, mais également une formule magique qui serait composée de lettres et non de mots. Chaque lettre possède son essence, provenant justement de, on va dire, des arcanes en quelque sorte, et qui permet à quiconque de l'entendre de comprendre ce qu'il est dit, de s'en souvenir. Magnifique.
vous voyez qu'avec le temps, c'est comme un partage qui peut se faire aussi avec des créatures qui proviennent justement, qui ont un autre niveau d'intelligence, comme des animaux. Donc, une grosse tortue. Mais c'est genre vraiment une tortue, là. C'est une grosse crime de tortue. Puis là, il y a genre une tortue gigantesque, une chouette gigantesque. Puis là, t'as dit qu'il y a comme plein d'autres animaux, mais tu sais, comme... Est-ce que ces animaux-là sont humanoïdes? Ou Non, pas du tout. C'est genre un chevreuil, là? C'est un chevreuil. Ben, il n'y a pas de chevreuil. Ben, sont pas du tout. C'est une espèce d'uniformité qui se fait au travers des espèces vivantes sur Terre à une époque lointaine. Imaginez-vous, mettez-vous dans votre tête, là. On va parler exemple de l'époque où, genre, peu importe telle personne de telle légende pouvait communiquer avec un serpent pour lui dire de comme pas aller sur telle montagne. C'est ce genre d'imagerie-là qu'on se fait présentement. Là. OK. Ouais. Et vous voyez que c'est... Bartiméus, en fait, c'est probablement Bartiméus qui vous explique ça en bonne partie. Et que du fait que maintenant que vous êtes là, ben, si vous voulez, vous pouvez apprendre ce fameux langage-là. Parce que de ce fait, c'est quelque chose qui peut être partagé. Et que c'est un langage qui peut justement faire en sorte que les gens vont se retrouver et vont se comprendre et ainsi peut-être se respecter. Parce que oui, le hasard va faire en sorte que vos routes se sont croisées, mais c'est le destin qui va décider de votre futur au final. Ma question peut peut-être paraître déplacée, Bartiméus, mais... Êtes-vous l'auteur de cette magie, ce dialecte? Toi qui fais... il a comme l'air super excité que tu lui poses la question. Il a l'air super excité que tu lui poses la question. Puis toi qui fait une espèce de genre, il fait non, c'est un travail d'équipe en fait. Nous sommes mis à plusieurs dans l'unique but de pouvoir justement comprendre et ainsi discuter entre nous, se retrouver et développer une connaissance commune, un échange commun qui peut être bénéfique pour tous et de ce fait grandir en tant qu'une seule et même société. Croyez-vous que les créatures qui sont affligées du chaos tordu pourraient vous comprendre également? Du quoi? Le chaos tordu. C'est sûr qu'il y a la Gournem qui fait « Je ne sais pas de quoi tu parles. » C'est l'espèce de grande tortue. Si je peux demander, est-ce que toutes les personnes qui ont participé à ce projet sont présentes ici? Il fait oui, en fait, nous sommes... la majorité des gens, puis tu sais, ils pointent des individus qui sont que de passage, mais les personnes, tu sais, qu'ils présentent les personnes qui sont en quelque sorte les propriétaires du lieu, les propriétaires du refuge, de cette espèce d'endroit-là qui accumule ces connaissances-là, qui accumule le langage et qui accumule aussi les objets et le savoir et tout ça en provenance des différentes populations au travers du continent en soi. C'est Bartiméus, Marino, Gournem, Orisa, puis Kama. Est-ce que comme Bartiméus est tout le temps après nous, puis si on parle pas, il nous regarde puis il attend, ou comme il y a de la vie puis ça bouge? Ça vit, il y a de la vie puis ça bouge. Ok. Si mettons on se ramasse comme un petit moment sans lui qui est en train de répondre à la question de quelqu'un à côté, tu sais, je me pencherai vers Alphonse pour faire. Je suis consciente devant qui nous sommes présentement, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine forme d'excitation face à ce que je crois voir être le berceau de notre civilisation. Peut-être, mais pour ma part, puis je veux regarder Osnan, je vois aussi qu'il s'agirait là pour nous d'une opportunité de changer à jamais l'histoire de notre monde et de notre époque. Mais n'avez-vous pas remarqué que plutôt votre action a été complètement inefficace? Eh bien, peut-être que je n'ai pas frappé suffisamment fort. Ou, Attendez une minute. Attendez. Trop peu nombreuses reprises. Ou peut-être... Allez-y, Osnan. Attendez. Je suis convaincu que Gorn essaie juste de nous montrer un instant du passé, nous expliquer où tout a tout changé. Par contre, vous aimez la lecture, vous deux. Avec ce qu'il traîne un peu partout, peut-être que vous pourriez trouver des choses intéressantes. Eh bien, Tous ces bouts de papier qui traînent partout, Alphonse. Je ne me ferai pas prier plus qu'une fois. Je vais dire, on m'offre d'apprendre la langue qui est le berceau de toutes les langues.
Je suis convaincu que nous sommes ici pour observer. Pardon, vas-y. J'allais poser une question au DM. Oui. Est-ce qu'ils ont essayé de parler cette langue-là là, un peu là, devant nous, là, ça que tu disais? En fait, c'est la langue qui vous parle. Ouais, ok. Fait que, Mais nous, elle est comme traduite automatiquement. Pour vous, si vous la comprenez immédiatement. Est-ce que c'est écrit aussi? Est-ce qu'on peut voir comme cette langue-là écrite? Oui, si tu te penches par-dessus de la paperasse, tu vois qu'elle est écrite. Puis, tu sais, si, admettons que tu as Alphonse qui a les yeux penchés un peu par-dessus ton épaule, il est capable de reconnaître que c'est vraiment comment je pourrais dire, il y a quelque chose d'arcanique là-dedans, que ce soit dans la fioriture, que ce soit dans la tournure des mots ou même des lettres, là, dans même le bout des espèces d'embout des différentes lettres, là, il y a quelque chose de magique. C'est quelque chose de justement qui a une essence magique. Est-ce que je me souviens de ce que j'ai écrit comme symbole quand Gould m'avait comme apparu en songe puis que j'avais ouvert le... Genre, c'est la même affaire. Tu vois que c'est vraiment la même chose. Le sort de Penumbranum, tout ça. C'est ça, ce qui a fait ouvrir les menhirs. OK. Oui. Est-ce qu'il y a comme un... Je sais pas pourquoi, là, je m'imagine comme une table avec plein de monde autour d'une table en train de regarder comme 1000 parchemins. Fait comme, ouh, intéressant. Tu sais, ça. Oui, absolument. Je vais aller là. OK. C'est sûr que pendant que tu y vas, il y a... t'entends comme quelque chose qui te tapote l'épaule. Oui. Et tu vois que c'est Bartimius qui fait comme... je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous semblez être très intéressé à tout ce qui se déroule présentement. Effectivement. J'ai une fascination pour l'anthropologie et, bien visiblement, l'avenir fait partie de notre passé. Oui. Je crois que vous êtes venu au meilleur soir qu'il était possible d'être à ce refuge parce que nous nous apprêtons à faire quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais que vous soyez présents, vous trois, afin d'être en quelque sorte des témoins et que vous allez pouvoir par la suite en reparler à votre... d'où est-ce que vous venez au sud. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir? Il fait... puis tu sais, il te regarde et il est comme surexcité. Il est genre comme... suivez-moi. Il me fait rappeler... Ah, vas-y. Je me dis, je vous fais signe aux deux autres que comme on s'en va là-bas. Suivez-nous, restez là, mais comme je vais disparaître. Okay. Moi, je suis, puis pendant que je suis, je fixe Gournem, tu sais, dans les yeux, puis j'essaie de comprendre, genre, qu'est-ce que je vois, puis c'est vraiment étrange. C'est comme croiser une vedette, c'est comme... Tu vois que, tu sais, elle te regarde, puis c'est une grosse tortue, puis définitivement, tu reconnais qu'elle a, du fait qu'elle a comme appris cette langue-là, c'est comme si elle avait comme éveillé quelque chose dans son esprit, puis ça fait en sorte que c'est plus juste un animal à ce moment-là. Tu sais. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose de sensé, c'est quelque chose qui développe une pensée. Et tu sais, tu te réflexes là de le voir, justement, te regarder. Tu regardes Gournem qui te regarde, et tu sais, il catch que tu le regardes, puis t'as l'air de peut-être trouver ça bizarre qu'il était une tortue. Mais tu vois que lui aussi, il te regarde, puis il fait comme... Tabarnak, c'est quoi cette tortue-là sur deux pattes? Lui aussi, vraiment comme genre, c'est vraiment bizarre ce que je suis en train de regarder. Et tu vois même qu'il y a comme de cet éveil-là qui se fait entre eux dans l'intérieur de leur esprit. Il y a comme une espèce on va dire, c'est comme s'il y avait un puits qui venait d'ouvrir puis que celui-ci devait être rempli de connaissances et d'apprentissage parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle zone qui venait de s'ouvrir dans leur tête. Et tu le vois par-dessus, peut-être en arrière de Gournem, celui qui s'est fait présenter sous le nom de Marino, qui a l'air d'être la personne qui a l'air de dévorer le plus les ouvrages là, à une vitesse comme qui se peut pas. Là. Celui qui tourne des pages avec son bec d'oiseau avant de finalement comme changer de livre. Et finalement, est-ce que vous suivez tous Bartimius? Il y a peut-être une chose que je voudrais faire, DM. Poignarder? Non. Juste une opportunité que je voudrais saisir, mais je ne veux pas trop ralentir le groupe. J'aimerais ça parler à Kama. On peut faire une aparté. Oui, bien sûr. Tu vois que tu la vois, elle est penchée par-dessus des cartes aussi, puis tu vois qu'elle a vraiment elle a comme un paquet d'outils devant elle, mais tu sais, des outils, on s'entend des outils de l'Antiquité, là, c'est genre des pierres affûtées, puis des morceaux de bois un peu comme attachés avec de la cordelette, puis des choses comme ça.
Puis elle lève sa tête vers toi, puis tu vois que si tu le mènes, elle a l'air extrêmement fatiguée, elle a l'air constamment comme souffrante ou malade. Là. Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous semblez être affligé d'une maladie. Pourrais-je peut-être vous offrir, en échange de votre hospitalité, mes dons de soigneur? Donc elle le regarde, elle fait c'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est affligé par le temps, mais bien de ma naissance. Ça ne se soigne pas réellement. Oh, je suis sincèrement désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Il n'y a pas de mal. J'ai eu d'autres talents qui m'ont été donnés autres que la santé. Le temps ne nous permettra pas, je présume, puisque nous nous apprêtons à assister à un événement d'une très très grande importance, d'apprendre à nous connaître en profondeur, mais je suis pour ma part un collectionneur de curiosités. Et parmi celles-ci, je collectionne les désirs intimes des gens dont je croise la route. Vous qui êtes affligé d'un mal depuis votre naissance, je le suis également. Comment cela a-t-il influencé vos désirs? Quel est votre rêve le plus profond, Kama? Tu vois que ça semble étrangement l'atteindre à un certain point, puis ses yeux s'ouvrent un peu plus alors qu'elle avait un regard un peu endormi. Elle dit c'est une question intéressante. J'ai toujours été, comme vous pouvez le voir, plus faible et plus malade que la majorité des gens qui m'entouraient. Ainsi, j'ai dû faire preuve de ruse et d'ingéniosité pour, disons, pallier à ces handicaps qui m'ont empêché d'accomplir de nombreuses choses dans ma vie. C'est pourquoi maintenant, je peux construire ces petits objets et ainsi être en quelque sorte, on va dire, l'architecte des différentes méthodes pour faciliter le quotidien des gens. J'apprécierais peut-être si notre rencontre pouvait vous servir de simple reflet de ce que vous venez de dire. Sachez que nous ne nous connaissons pas, mais à mes yeux, vous n'êtes pas ici la plus faible. Vous êtes au contraire la plus forte. Car ce handicap, d'autres n'auraient pas pu le franchir. Vous avez réussi à en faire quelque chose de brillant. De très brillant. Et c'est très apprécié. C'est sûr qu'à ce moment-là, elle se lève en prenant une espèce d'appui sur une genre de canne qu'elle s'est faite, puis elle fait voulez-vous m'accompagner jusqu'à l'extérieur pour ce qui va se passer? Assurément. Puis j'y offre pas de l'aide. Ah non? Ok. Non. Okay, je la laisse se débrouiller. Oh oui, elle marche. Capable. Elle marche, puis elle sort dehors. Vous sortez tous dehors à l'extérieur, et vous voyez que Bartimius a comme placé une série de torches sur le sol qui fait une espèce de chemin un peu en serpentin, montant sur la colline en direction de l'obscurité. Et si vous suivez jusqu'en haut, vous retrouvez ainsi, loin, on va dire, de la cohue de l'intérieur du bâtiment, seulement quelques petits individus, mais que maintenant vous reconnaissez tous très bien, on s'entend. Autant, c'est-à-dire Gournem, Bartimius, Orisa, Kama et Marino. Ils sont tous là à l'extérieur. Oui, Alphonse, tu veux faire quelque chose? Non, c'est correct. Fireball dans le toast, ça? Non, man, mais je passerais des jours à juste leur poser des questions. Okay. Mais... Tu vois qu'ils sont là tous à l'extérieur et vous voyez que Bartimius se tient devant un étrange outil qui ressemble à un espèce de tube en métal et en pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Un gros tube en métal! Ouais. Qu'il fasse attention s'il l'ouvre, ça va être pété d'en face. Ouais. J'en ai trouvé un, moi. Non, mais pas dans ce sens-là. Tu vas comprendre. Tu vois que ça a l'air d'être comme en métal, en cuir et en pierre et en bois. Et celui-ci est comme penché un peu à la diagonale. Et à l'intérieur, il y a des cristaux qui sont placés à différents segments. Et vous voyez qu'ils sont tous en train de... Ils sont tous là, la gang, en train de... à l'extérieur. Et vous voyez que Bartimius, il fait comme je vous l'avais promis. Il fait, si nous prenons le temps de regarder à l'intérieur de cet outil que Marino a découvert... non, excusez-moi, je recommence. Cet outil qu'a construit Kama avec les matériaux précieux qu'accumulait Orisa,
Cet outil qui nous a permis de découvrir par les lectures de Marino cet endroit sombre, plus sombre que l'ombre la plus sombre du néant lui-même. Et de cet outil, nous avons découvert quelque chose de bien intéressant. Puis tu vois qu'il jette un coup d'œil comme à l'embout de l'outil en quelque sorte, en soi, en direction de la diagonale qui monte vers le ciel. Puis après ça, il vous regarde puis il fait « Qui veut regarder? Qui veut regarder? » Moi, c'est sûr, je regarde Osnan. Là. Je commence à catcher de ce qui va se passer, là, puis je suis comme... Je te fais confiance, là. Je te fais très confiance. Là. Tu vas voir, tu y vas, Ouais. OK. Fait que tu te penches et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de l'outil. Et tu vois que tu perçois les profondeurs, justement, du néant de l'abysse. Et c'est l'obscurité la plus totale. Je l'ai mentionné, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de feu, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il n'y a rien. Mais soudainement, tu vois un œil. Oh. Tu vois un gigantesque œil qui te fixe. Et celui-ci se ferme et se rouvre. La manière d'une bête qui vit dans l'obscurité de l'espace. Et Bertimus, il fait « Et de moi, et de mon point de vue, j'ai découvert comment communiquer avec cette chose. » Puis tu vois qu'il se penche comme où l'embout de la diagonale. Et il y a comme une espèce de petite flamme qui tient du bout d'un petit morceau de bois. Et il place devant la flamme un morceau de carton ou comme un morceau de cuir pour comme cacher la flamme, la remontrer, la recacher, la remontrer, pour faire l'effet comme du morse. Il dit « Messieurs, dames, ce soir, nous avons pris contact avec quelque chose qui vit ailleurs. Quelque chose qui comprend maintenant la manière dont j'explique, la manière dont je communique avec elle, et quelque chose qui veut nous parler, nous communiquer des choses. Je sais que, puis tu vois qu'il se tourne en direction de Gournem, puis il dit, je sais que Gournem trouvait que c'était une mauvaise idée. Puis tu vois que la tortue, elle fait juste comme hocher de la tête en faisant comme, je continue à le penser, comme genre, effectivement, oui, c'est une mauvaise idée. Mais je ne pense pas que nous devons passer à côté de tous les efforts soutenus que nous avons fait collectivement afin de communiquer avec cette chose, cette entité qui vit si loin et qui est prêt à rentrer en contact avec nous si nous voulons bien. Et à ce moment même, tu vois qu'il se penche en direction de l'embout en métal, puis il refait même des mouvements aussi avec l'espèce de flamme puis le morceau de carton en soi. Puis il arrête, puis il fait « Je viens de lui donner mon accord pour discuter avec elle. » Et vous voyez, à ce moment-là, il y a comme un silence qui s'installe autour, alors que tout le monde est comme un peu en attente de quelque chose. Et vous voyez soudainement Bartiméus que ses yeux se révulsent d'un coup, comme s'il venait d'ouvrir une porte. Alors qu'il tombe un peu comme en espèce de convulsion sur lui-même avant de reprendre conscience. Et vous voyez qu'il a l'air comme d'être surexcité de ce qui se passe. Là. Il reprend conscience, puis il est comme genre, il fait, mon Dieu, mais il dit toute cette accumulation d'informations qu'ils viennent de me transmettre d'un seul moment, si nous lui donnons la chance, ils peuvent communiquer avec nous dans une langue qui ne demande même pas d'ouvrir la bouche, quelque chose qui transcende le bruit et la parole. Ils habitent dans l'obscurité du néant, dans un endroit qu'ils nomment le silence. Un silence de paix, un silence de calme et d'infini. Et ils veulent venir à notre rencontre. Ils veulent... Puis oui, il a l'air de réfléchir comme s'il continuait à recevoir de l'information. Là. Ils veulent nous aider à apprendre à communiquer avec nos esprits, à transcender la parole. Et vous voyez que les autres autour de lui sont vraiment comme genre... En fait... Faites-moi un jeu d'insight. Ah ouais. 22. 22, 20 naturel. 14. Okay. Vous voyez que
il a l'air d'avoir une certaine... comment je peux dire ça? Une certaine... ils sont pas tous très encore nécessairement super ils sont pas tout le temps enthousiastes au planning que propose Bartimius. Et que définitivement Gournem est très très réticente. Très très, on va dire, même à la limite, c'est la seule qui est vraiment dans la négative, mais qui, par son statut, on va dire dans le groupe, doit suivre un peu le mouvement de tous. Et que les autres sont un peu tous très enthousiastes, plus ou moins selon... ça va de enthousiasme correct à genre, sont vraiment super très heureux de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Mais qu'il y a surtout justement Gournem qui a un négatif de la tête. Et à ce moment-là, alors que vous voyez que c'est ce moment très précis de l'histoire où il y a eu un contact qui a été pris avec quelque chose ailleurs, que vous voyez autour de vous, c'est là que vous reprenez conscience que vous n'êtes pas réellement dans un... Tu sais, vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans un souvenir. Vous êtes dans un souvenir qui ne demeure tout de même que quelque chose qui ne peut pas réellement être modifié, mais des choses que vous apprenez tout de même. Et autour de vous, tout se met à défiler à une vitesse qui dépasse, on va dire, la réalité. Vous voyez ça un peu comme, les pages d'un livre d'histoire, avec lequel vous commencez soudainement à faire tourner les pages de manière frénétique. Au début, ça tournait tranquillement, puis vous étiez capable de suivre sans problème tout ce qui se déroulait. Mais avant la fin, ça se met juste à flipper, puis à tourner. Et vous êtes témoin de l'évolution du lieu dans lequel vous vous trouvez présentement. Vous voyez qu'il y a la construction d'un village qui se fait à mesure que le refuge en montagne attire les curieux, les avares, les savoirs, ceux qui sont curieux d'avoir des connaissances. Vous êtes témoin d'un endroit qui va éventuellement devenir ce qu'on connaît sous le nom de la faille. Alors que vous voyez que des maisons qui se construisent à même la pierre, qu'il y a des sources d'eau souterraines qui sont découvertes, alors que cet endroit se bâtit pour recevoir l'accueil de cet œil qui fixe depuis l'obscurité. Et vous voyez qu'il y a un bassin qui fut construit au même la terre, ce qui est dans un trou profond qui arrive et que arrive éventuellement dans un genre de flash de lumière, une pierre de feu qui tombe du ciel, dans son corps un être titanesque que vous ne pouvez pas apercevoir à ce moment-là, qui immédiatement communique avec toutes les bêtes environnantes. Autant les 6 du refuge, on va dire les 6 de base là, qui ont créé. Je dis bien 6, mais sont 6, ouais, c'est ça. Ouais. Les 6 de base. Autant les autres bêtes qui se trouvaient aux alentours, justement, pour pouvoir démontrer, on va dire, la force de ce langage qui se fait uniquement par l'esprit, et ainsi des créatures vivant dans les profondeurs de la terre, ce qu'on nomme des tricrines, sortent de leur terrier, des bêtes qui ne peuvent tout simplement pas communiquer avec leur mâchoire et qui apprennent à discuter avec leur esprit. La créature de la roche, donc faut dire de la roche avec laquelle est venue la créature, il y a des êtres, des espèces d'étrangers qui sortent aussi également. Des bestioles que vous reconnaissez, que vous avez déjà maintenant aperçues sur le corps de Gourne. Vous voyez que il y a par-dessus l'espèce de gigantesque trou où la roche s'est écrasée, il y a une ziggourate qui a été construite, des rues, des quartiers sont construits, ainsi que des gens qui vivent à la surface dans cette cité, alors que d'autres, moins amoureux des grands espaces, continuent à vivre leur existence tranquille sous la terre. Et vous voyez que c'est exactement ce moment-là, alors que tout semble avoir pris une certaine tangente, ou du moins une certaine stabilité, qu'il y a une cassure qui se produit entre ceux qui apprennent cette langue universelle, qui utilisent la voix, et ceux qui priorisent un apprentissage qui vient du silence. Il y a des tensions qui se créent alors que certains perçoivent leur intimité percée à jour, alors que d'autres développent des capacités sensorielles surhumaines. Certains développent même le pouvoir de manipuler les esprits, de tordre la volonté des autres pour assouvir leur propre désir. Et un jour, le silence tombe, devient en quelque sorte obligatoire dans cet endroit qu'on nomme la faille. Et vous voyez des rivières de sang qui se mettent à couler des ziggourates alors que plusieurs se font coudre la bouche, couper la langue, pour apprendre le langage du silence et oublier celui qui est partagé de tous. Et que ce n'était pas une demande, c'était un ordre de la part de l'entité. Il y a une guerre qui grogne, alors que les regroupements des deux côtés de la faille se rassemblent. Des gens qui autrefois n'avaient aucune intention de se retrouver sous le même drapeau, sont maintenant tournés les uns vers les autres afin de trouver un terrain d'entente dans le but de renverser cette force en place. Vous voyez qu'il y a des monolithes qui sont construits partout sur le territoire,
et qui sont imbus d'une force magique qui se réveille qu'à l'utilisation de la langue universelle, celle que maintenant vous commencez à comprendre. Ils permettent de se déplacer entre les peuples, évitant ainsi le seul passage accessible entre les montagnes, évitant la faille qui effraie maintenant de son silence perpétuel. Vous voyez que même au sein des premiers du refuge, la zizanie commence à germer, alors que vous voyez que Gournem qui a quitté les lieux, accompagné d'étrangers qui ont développé une volonté propre au contact de la langue universelle. Vous voyez Marino qui, écrasé par la volonté d'Artimius, agit contre son gré. Vous voyez Orizana qui profite de ce moment pour accumuler ce qu'elle peut. Et finalement, vous voyez Kama qui s'enlève la vie, rongé par la culpabilité d'avoir apporté sur cette terre un ennemi commun de la race humaine. Et vous voyez bien sûr Bartimius qui, puissant comme jamais, est avare de nouvelles possibilités, parce que oui, le silence ne fut pas ingrat en quelque sorte. Chacun des membres du refuge fait un but d'une énergie, d'un pouvoir qui leur permet de traverser le temps, la mortalité et les capacités humaines. Et ainsi, alors que le combat éclata finalement entre les peuples et la faille, alors que le sang fusait de toutes parts, et que finalement ce fut les hurlements des courages des tribus avoisinantes rassemblés maintenant dans un empire qui renversa la faille et enferma l'être titanesque dans les profondeurs de la terre, Marino disparut, même si on se doute qu'une entente entre lui et Bartimius fut prise. Il disparut et les années passèrent, et étrangement, les écrits elfiques qui mentionnaient ces événements ont disparu également. Orizana fut enfermé dans le creux d'un plateau montagneux en plein désert, loin de ses possessions. Kaba fut enterré également dans le désert, dans une tombe anonyme. Et Gournem se sacrifia pour créer la Lune, emportant avec lui ceux qui voulaient protéger l'astre terrestre des menaces du firmament. On dit que ceux qui sont morts de la guerre devant les étoiles afin d'éclairer et confondre le silence. Et finalement, encore Bartimius, celui qui fut pris d'une mégalomanie sans pareil, fut enfermé en Gournem, afin que ce dernier garde un œil sur lui pour toujours. Mais même alors que sa prison éthérée se bâtit autour de lui, le vieux magicien ne faisait rien d'autre que rire d'une joie malsaine, alors qu'il déduisait la suite des choses, parce que les plaies causées par la guerre perdurèrent dans le temps, et les hommes recommencèrent à se méfier entre eux. La zone de la faille fut oubliée des archives, une division apparut, et dès lors l'Empire et les autres se sont séparés. De nouvelles langues furent ainsi créées, le commun, l'elfique, le sylvain. Des langues qui prirent la place de l'universel, puisque ceux-ci permettaient de discuter entre eux sans vraiment dévoiler leurs propres secrets. Parce que oui, dans l'esprit des hommes, la méfiance était revenue, et Bartimius le savait bien que ce n'était que temporaire avant une opportunité se présentait pour s'échapper. Les siècles passèrent, peut-être même plus d'un millénaire, et les menhirs devinrent les symboles d'un Dieu unique, mais à la fois tellement différent pour chacun. On oublie la langue universelle, alors que le silence s'éveille et gronde suite à l'arrivée d'une autre boule de feu provenant du ciel, et c'est le début d'une nouvelle guerre. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Feu roulant d'informations. Wow. Ça va, chum? Ouais, ça va. On est au commencement du monde. Il y a du sang dans les lilas. Ah, hey! Diantre. Merci à tout le monde qui ont écouté l'épisode et qui ont suivi mon monologue de fin. C'était super. Mais Ouais. c'est hallucinant. Oh. Merci. Mais vous avez ainsi vécu la création du monde et ainsi la révélation des menhirs. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Épisode 61, je pense qu'il est un épisode crisp important. Excusez-moi la vulgarité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 62. Alors, Mon anecdote de Templier. Allez. Templier, Fait que- oh, fait que oh, on se dit à la prochaine, les copinots. Bye bye. Bye tout le monde.